nous remercions mademoiselle Louis pour d'avoir accepté de nous présenter Cioran. Cette année, c'est le centenaire de sa naissance. Et quand j'étais étudiant en Roumanie, j'avais entendu parler de lui. Je n'avais aucune idée parce que vous saviez bien qu'on ne pouvait pas le lire en Roumanie. Et une fois, j'ai trouvé dans un article de Antonie Promodea al Metropolito Ardealului, j'ai trouvé une phrase polémique à son adresse. Et je me suis dit, donc, c'est qu'il doit être anticlérical, antichrétien, je ne le savais pas. Et en arrivant en France, précis de décomposition, ça je n'en ai pas fait dans une sorte d'estime, mais en réalité, si on le lit avec attention, il provoque, c'est provocateur. Et j'ai essayé de retrouver dans son œuvre des attaques ou des polémiques à l'adresse du christianisme en tant que religion. Je n'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé pas mal de choses cruelles contre les chrétiens, contre l'homme qui introduit dans le sacré sa dose d'humanité, qui rabaisse tout. Et là, il est vraiment sans pitié, à tel point qu'on ne sort pas grandi si on lit son œuvre. Nous, les Roumains, peut-être de temps en temps, c'est pas que on lui a posé la question s'il croit, on appelle s'il croit à l'enfer et au paradis. Il dit à l'enfer, mais on le vit tous les jours, le paradis, c'est quoi pour nous? C'est un chimère. Et puis là-bas, la tirée, il est sorti. Mais donc il n'a jamais été vraiment anti-chrétien. Mais vous allez voir comme il a été sans pitié pour les petites choses que nous faisons tous les jours. Il disait l'histoire des Juifs, les Juifs, oui. Heureusement, ils ne sont pas tous devenus chrétiens. Ils seraient disparus dans la horde des chrétiens. Et puis on n'en parlerait plus aujourd'hui. Donc nous laissons la parole à Mademoiselle Costa et merci beaucoup de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci pardon. Merci à Madame le Consul, merci à tout le monde d'être là. Père Iorgulescu, quand vous avez initié ces soirées culturelles roumaines, depuis lors, vous avez reçu ici, dans le sein de cette église, des personnalités éminentes et avec des conférences tout à fait savantes à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister en bonne partie. Pour ma part, je vais vous convier plutôt à une causerie sur Sioran, surtout que nous faisons ce petit exercice linguistique un peu plus compliqué ce soir. Toutefois, ma causerie a une ambition quand même parce qu'elle veut vous faire vivre Sioran devant vous. Et pour ce faire, je vais un peu présenter sa biographie en même temps que je vais présenter un peu sa bibliographie. Et je vais essayer de citer pas mal Sioran. Toutefois, il y a dans la présentation que j'ai envoyée, j'avais dit que je voudrais axer ma conférence, ma petite conférence, sur deux grands thèmes, enfin plutôt sur un thème, ce serait la Roumanie, les textes roumains ou alors les textes écrits en français ou en roumain, où Sioran parle de la Roumanie. J'espère que nous aurons suffisamment de temps pour le faire et je vous invite tous à me poser des questions, à intervenir tout à fait librement, vraiment comme dans une causerie, même pendant la communication, parce que souvent on oublie, on dit à la fin je vais poser telle question et ensuite on oublie. Donc n'hésitez pas, voilà, j'espère que le débit sera tel qu'il me permettra d'intervenir. Et d'autre part, j'ai aussi attaqué quand même le thème de la religion, justement. C'est un thème très délicat. Nous ne sommes pas tout à fait dans l'église, nous sommes dans la salle à côté. Je vais lire peut-être quelques fragments un peu violents de Sioran. Mais voilà, on va expliquer tout cela parce que Sioran n'est pas du tout cet être caricatural qu'on a voulu voir, l'anti-chrétien, etc., comme vous l'avez très bien dit, Père Iorgulescu. Alors, je suis d'autant plus contente d'être là, surtout que donc Émile Cioran qui est né à Émile Cioran, pardon, mais tous les Français prononcent Cioran, d'autant qu'on est obligé, nous aussi, de le prononcer Cioran.
sinon on ne comprend pas. Émile Cioran, est né donc il y a 100 ans, plus précisément le 8 avril 1911, à Rechinar, et il est le fils du prêtre orthodoxe de Rechinar, alors il était le prêtre orthodoxe de Rechinar, Emilian Cioran. Emilian Cioran, il était tout aussi impliqué dans la vie de la communauté comme le père Orgulescu. Les temps étaient un peu plus difficiles, comme il était cultivé polyglotte, il parlait le hongrois, l'allemand, le russe et évidemment le roumain. Il était vraiment un grand appui pour la communauté roumaine devant les instances de l'administration hongroise, parce que c'était à l'époque, à une époque, la Roumanie, la Transylvanie ne faisait pas partie de la Roumanie. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, il sera déporté et interné en Hongrie, à côté d'autres membres des élites culturelles roumaines qui étaient suspectés de tentations séparatistes en Transylvanie. Quant à la mère Elvira Cioran, elle était fille de notaire, famille assez aisée, élevée par les autorités magyares au rang de baron. Enfin, la famille, son père avait été fait baron par les autorités magyares. Cioran présente sa mère comme une femme extrêmement intelligente, pas très croyante, pour ne pas dire carrément athée, mais évidemment étant l'épouse du prêtre, et à un moment donné, elle a fait même partie, enfin non seulement qu'elle faisait partie d'une association des femmes orthodoxes de Toulouse, mais elle était aussi la présidente de cette association. Alors, le petit Cioran habite jusqu'à 10 ans à Rechinar avec ses parents. C'est là qu'il commence ses cours élémentaires. Et ce sont les années les plus heureuses de la vie de Cioran. C'est pourquoi il revient sur cette étape de sa vie avec un sentiment, voilà, c'était exactement c'est les seules années paradisiaques de sa vie. La nature était bucolique, en été il partait le matin sur Costa Boati, il revenait à midi pour déjeuner, il repartait dans l'après-midi, et c'était une vie vraiment heureuse, sans souci, comme ne pas être son existence, ne pas être perçu son existence ultérieure. Donc c'est ce qu'il faisait donc en été. Autrement, il était fasciné déjà à cette époque, donc avant 10 ans, quand il quitte Rechinar, par les types un peu tarés, comme il dit, les originaux, il avait beaucoup d'amis parmi les ratés du village. Cette figure du raté est une figure qui hante beaucoup son œuvre, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir un peu, et il était grand ami du fossoyeur du village, qui lui procurait parfois des crânes humains avec lesquels le petit Cioran jouait au foot. Donc c'était un geste, évidemment, il avait franchi déjà un petit tabou, et il a laissé à son âge déjà conscient, parce qu'il ne parlait jamais à ses parents de ces jeux macabres, disons. Mais il faut le dire déjà, tous les fossoyeurs ne seront pas ses amis, comme on va le voir. En tout cas, ceux de Montparnasse iront jusqu'à refuser de l'enterrer. Il y a une histoire que je vais vous raconter un peu plus tard. Alors, ce paradis dont il vit au village, cette période sereine de sa vie, s'arrête brusquement quand à 10 ans, il doit quitter le village, et à plusieurs reprises plus tard, il revient sur ce moment très douloureux de sa vie, quand il part en carriole donc à la ville pour s'inscrire au lycée Gheorghe Lazar de Sibiu. Donc il a 10 ans, et c'est là, c'est ce moment dramatique qui restera très très gravé dans sa mémoire. Et il dira plus tard en français: j'avais le pressentiment que le paradis était fini. Et un spécialiste de Cioran qui a publié cette année un livre sur lequel je vais revenir un peu, parle du fait que Cioran aurait en partie perdu la foi à cause de cette cassure à ce moment-là. Et il y aurait une autre cassure plus générale, qui est un peu liée au contexte de la Première Guerre. Et à la fin de la Première Guerre, il y a une crise des valeurs qui s'installe un peu partout en Europe. Et à ce moment-là, Cioran aussi souffre un deuxième moment très fort une crise morale qui l'amène à se poser beaucoup trop de questions. Alors là, à Sibiu, donc il est en famille d'accueil chez deux vieilles saxonnes, il fréquente la bibliothèque Astra,
mais aussi la bibliothèque allemande. Il est le seul roumain, le seul enfant roumain à fréquenter cette bibliothèque. Il apprend l'allemand très bien, il lit déjà Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, les grands moralistes français du XVIIIe siècle, littérature anglaise, russe, il est très 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 studieux. En 1928, il obtient son baccalauréat, deuxième sur une liste de 96 inscrits, et il va quitter Sibiu pour s'inscrire à la faculté de philosophie de Bucarest, où il va rester jusqu'en 1932, quand il a sa licence. La période bucarestoise est aussi une période pour lui de lecture très intense. Il continue toujours de lire Schopenhauer, Nietzsche, qui le marqueront aussi dans sa philosophie, mais aussi il s'ouvre à Kant, Fichte, Hegel, Simmel, Husserl, au spiritualiste russe Albert Bergson, sur lequel il va travailler son mémoire de maîtrise, qui sera donc consacré à Bergson et à l'intuitionnisme. Donc c'était déjà un sujet extrêmement neuf, de grande actualité. Il était extrêmement ouvert à l'idée, à la fois vraiment avide de culture. Il commence aussi à Bucarest à collaborer aux journaux roumains, et donc Mișcarea Gândirea, et cette activité journalistique, il va la mener avec grande régularité jusqu'en 1943 à peu près. Donc cette période d'études intenses, où il va tous les jours quasiment à la bibliothèque des fondations royales. Toutefois à Bucarest, le milieu, pour lui qui venait de l'ancien empire, de la Transylvanie, le milieu bucarestois lui paraît quand même très superficiel. Et dans les lettres qu'il envoie à ses amis ou à ses parents, il raconte un peu ses sentiments très très mélangés. À la fois donc il dénonce la superficialité par exemple des journalistes, enfin des milieux, des différents journaux qu'il fréquente. Il dénonce la superficialité des milieux intellectuels et universitaires. Il est parmi les seuls jeunes qui ne tombent pas sous le charme de Nae Ionescu, hein, qui voyait la personne pas très profonde, mais quelqu'un de très plutôt artificiel, mais qui avait un charisme absolument incroyable. Et il a aussi un complexe. Là-bas à Bucarest, tout le monde parle correctement français, alors que lui, il maîtrise plutôt mal cette langue. Et c'est très, très intéressant de voir que celui qui sera considéré le plus grand styliste de langue française, un peu plus de 10 ans plus tard, est quand même très complexé dans la vie courante, à côté de ses camarades, guère profonds, mais dans leur pensée peut-être, mais très très bons parleurs de langue française. Il reste un peu en retrait dans les débats politiciennes qui ont lieu à l'époque. Il n'est pas impliqué comme à l'Iliade, par exemple, dans tout ce qui se passe. Il est un peu vraiment un témoin qui se laisse influencer par son milieu, plus ou moins, mais dans lequel il n'est pas disons, dans les premiers rangs. Et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il rencontre Eliade, où il y a une amitié qui naît entre eux et qui se poursuit ensuite par le courrier quand ils ne sont plus dans la même ville. C'est à cette période que commence un autre drame, un drame de grande durée dans sa vie, qui en quelque sorte ne s'arrêtera jamais. C'est l'insomnie. Il devient insomniaque. Ça a été une crise terrible qui a duré 3 ans. Mais qui, comme je disais, a duré un peu toute sa vie, mais Durand avait trouvé des moyens de corriger un petit peu cette chose. Il marchait énormément, ensuite quand il allait partir en France, il faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres à bicyclette pour se fatiguer. C'était ça son but, c'est essentiel, se fatiguer pour pouvoir dormir. Et cette insomnie qui sera presque un thème dans ses livres, il en parle toujours. Ce qui explique, dit-il, en grande partie beaucoup de ses croyances, de sa philosophie dans le sens général. Et d'ailleurs, je vais vous citer deux phrases à cet effet. Bien plus que le son, c'est le sommeil qui est l'antidote du chagrin. L'insomnie, en revanche, veille sur nos blessures et les empêche de dépérir. Et une autre phrase, l'insomniaque est par nécessité un théoricien du suicide. Et là, il parle évidemment un peu de lui.
Donc, comme j'avais dit, il passe sa licence, et puis en 33-34, il obtient une bourse de la fondation Humboldt et étudie à Berlin et à Munich, dans les deux universités. Et c'est dans cette période de séjour allemand qu'il va à Paris, où il passe un mois, et le contact de la France a dès le premier moment un grand effet sur lui. Il écrit une carte à son frère, à Aurel. Je n'ai pas parlé, il a donc un frère et une sœur. Il écrit à Aurel Cioran pour dire qu'à Paris, dans le bref séjour qu'il a passé, il a appris beaucoup de choses, mais il a appris aussi à oublier beaucoup de choses. Donc c'est un peu la transformation qui commence déjà un petit peu. Donc il est donc en Allemagne en 1933, donc c'est important que son voyage à l'Allemagne commence en cette année où Hitler arrive au pouvoir dans ce pays. Et Seurat est marqué par l'ambiance de ce pays. Il envoie à partir du mois de novembre 1933 des articles assez engagés au journal Vremya. Et puis plus tard, il paiera le prix, enfin, il paiera plutôt posthumément le prix. Deux titres d'articles, Hitler dans la conscience allemande et la révolte des révoltations royales, à côté d'un autre texte célèbre, celui de Eugenionescu Nu, en effet, par lequel il a débuté, où il cassait un peu le milieu commun intellectuel. Et donc le livre sera publié grâce à l'argent, parce que le prix il a obtenu pour son manuscrit, et le livre sera publié grâce à l'argent reçu pour ce prix. Alors le titre Sur les signes du désespoir, c'est un titre ironique à la base, inspiré par les articles de la rubrique des faits divers dans les journaux. Quand quelqu'un s'est suicidé apparemment à l'époque, toujours il apparaissait un titre avec des titres avec voilà, sur les signes du désespoir, un tel s'est suicidé. Et donc il y a beaucoup de cabotinisme déjà dès ce titre chez Cioran. Le cabotinisme, l'histrionisme est un trait assez marqué. Mais tout est chez Cioran paradoxal. Donc à la fois il est profond, il veut qu'il expérimente par lui-même le tout, et en même temps il joue, il est toujours il force tellement les limites qu'il joue, qu'il surjoue, voilà. Alors ensuite commence déjà de ce livre, donc son style va évoluer un petit peu, enfin beaucoup, disent certains, peut-être pas tellement, mais les thèmes déjà sont dans cet état présent. Des thèmes qui seront ceux de tous ces autres livres. Il y a un mépris pour la rationalité, pour la logique, un penchant pour la subjectivité très forte, le goût du paradoxe, le pessimisme, et également, même si ce n'est pas tout à fait visible à l'œil nu directement, le goût pour le fragment, pour les formes courtes, pour les aphorismes, se fait sentir. Donc l'aphorisme, les formes courtes, le ciselage extrême, sera sa marque de fabrique, sa marque stylistique en français essentiellement. Mais ça, dès la période roumaine, pour ainsi dire, on le voit. Par exemple, pour vous donner une idée, le critique Șerban Cioculescu écrit à propos de Cioran dans une chronique où il salue les deux ouvrages qui ont été primés, voilà, les deux manuscrits des deux débutants qui sont primés. Il dit que voilà, le texte de Cioran retient l'attention par la tension lyrique permanente, par l'éloquence perpétuelle de rhéteurs et de cabotants du désespoir. Voilà, et maintenant je voudrais vous lire un petit fragment quand même pour que vous voyez un peu directement. Là j'ai promis que je vais citer, mais je vais citer en roumain parce que voilà, mais il y aura aussi beaucoup de citations en français. Dacă aș putea, aș aduce întreaga lume în agonie pentru a realiza o purificare din rădăcini a vieții. Aș pune flăcări arzătoare și insinuante la aceste rădăcini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da altă sevă și altă căldură. Focul pe care l-aș pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare cosmică esențială. Rânduri scrise azi, 8 aprilie 1933, când împlinesc 22 de ani. Am o senzație ciudată când mă gândesc că am devenit la această vârstă specialist în problema morții. Voilà.
Euh, je m'y connais en obsession. J'en ai éprouvé plus que quiconque. Je sais quelle emprise une idée peut avoir sur vous, jusqu'où elle peut vous mener, entraîner, terrasser, les dangers de folie auxquels elle vous expose, l'intolérance et l'idolâtrie qu'elle implique, le sans-gêne sublime auquel elle vous oblige. Je sais également que l'obsession est le fond d'une passion, la source qui l'alimente et la soutient, le secret qui la fait durer. Ainsi, il m'advint, bien avant la trentaine, de faire une passion pour mon pays, une passion désespérée, agressive, sans issue, qui me tourmentant pendant des années. Mon pays, je voulais à tout prix m'y accrocher, et je n'avais pas à quoi. Je ne lui trouvais aucune réalité, ni dans le présent, ni dans le passé. Par rage, je lui attribuais un avenir. Je le forgeais de toutes pièces, je l'embellissais sans y croire. Et je finis par l'attaquer, cet avenir, par le haïr. Je crachais sur mon utopie. Ma haine amoureuse délirante, voilà, haine amoureuse. Et ce rapport à la Roumanie, c'est ça, un amour-haine, mais c'est le fait de beaucoup d'exilés qui se sont détachés un peu du pays, qui regardent avec un détachement. Ma haine amoureuse et délirante n'avait, pour ainsi dire, pas d'objet, car mon pays s'effritait sous mes regards. Je le voulais puissant, démesuré et fou, comme une force méchante, une fatalité qui ferait trembler le monde. Et il était petit, modeste, sans aucun des attributs qui constituent un destin. Lorsque je me penchais sur son passé, je ne découvrais que servitude, résignation, humilité. Et quand je me tournais vers son présent, j'y décelais les mêmes défauts, les uns déformés, les autres intacts. Je l'examinais impitoyablement et avec une telle frénésie de découvrir